Bonjour et bienvenue sur LCP. Si vous nous rejoignez, on va prendre tout de suite la direction de la salle de la commission d'enquête qui tente de faire la lumière sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Cette commission d'enquête, on le sait, elle est sous les projecteurs depuis les auditions qu'elle mène à l'Assemblée nationale, auditions parfois tendues avec le rapporteur Charles Aloncle. Cette commission a été créée à la demande du groupe d'Éric Ciotti, le groupe UDR, à l'Assemblée nationale. Ce 28 janvier, les députés vont auditionner des responsables de France Télévisions, Alexandre Carra, directeur de l'information, Muriel Plénet, directrice adjointe de la formation et directrice de France Info, ou encore Nathalie Saint-Cric. La séance est ouverte. On se retrouve après cette audition. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir convoqués. Au risque d'en surprendre certains, nous sommes très heureux d'être ici. Il n'est pas si fréquent pour des journalistes de pouvoir venir défendre leur métier et leurs convictions devant la représentation nationale. Pour ma part, c'est bien en tant que journaliste que je veux me présenter cet après-midi devant vous. En tant que journaliste, pour vous parler d'abord d'un immense défi, mais surtout d'une immense responsabilité qui est la vôtre, qui est la mienne, défendre l'information et le pluralisme en France. Jamais les médias n'ont connu de tels bouleversements en un temps si court. Aujourd'hui, la presse traditionnelle, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, est en grave danger. En danger économique, comme l'a montré l'excellente étude publiée par l'Arcom, elle montre que la moitié des médias français sont déficitaires. En danger éditorial également, chaque jour des médias disparaissent. Il est de notre responsabilité collective de défendre l'information, de défendre le pluralisme, donc de défendre la démocratie. Quand j'étais gamin, j'écoutais Europe 1 en cachette. Ma mère jugeait à l'époque cette radio trop progressiste et préférait s'informer sur les stations du service public. Puis étudiant, j'ai fréquenté un café où la presse était à disposition et chaque jour, je me jetais sur le Parisien, le Figaro, Libération, Le Monde et évidemment l'Équipe. Aujourd'hui, je parcours quotidiennement l'ensemble de la presse, de Valeurs Actuelles à l'Humanité, du Point au Nouvel Obs, car je crois viscéralement que c'est du débat, du contradictoire que naît la richesse. La France est forte d'un extraordinaire éventail informationnel. Il faut à tout prix le défendre. Je sais qu'aujourd'hui, la montée des positions radicales, de la dictature du ressenti ou des bulles informationnelles voudrait nous faire croire que l'on pourrait se passer de cette richesse. Pour ma part, elle me semble indispensable à la fabrique du citoyen et à la bonne marche démocratique de notre pays. Il faut défendre les médias traditionnels pour lutter contre la post-vérité et la manipulation de l'information. Peut-être certains d'entre vous me répondront avec fatalisme qu'avec le changement des usages médiatiques, il s'agit d'une évolution naturelle et que nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Ce que je ne crois pas, ce n'est pas le changement des usages, des formats ou des interfaces d'information qui changent ce que doit être la nature même de l'info. Lire un journal de papier ou consulter un smartphone, écouter la radio ou un podcast, regarder le 20h ou s'informer sur les réseaux sociaux, en fait, peu importe. L'essentiel est d'avoir toujours accès à une information de confiance, pluraliste et contradictoire. Et c'est cet appel que je vous lance aujourd'hui, à vous, mesdames et messieurs les députés. Aidez-nous à sauver l'extraordinaire richesse de l'information de ce pays. Aidez-nous à défendre le débat démocratique. Il était important pour moi de vous présenter ce contexte avant de vous parler de la spécificité de l'information de service public. Depuis quelque temps, un certain nombre de polémiques et d'attaques aidant, une partie des Français, légitimement, s'interrogent, ils se demandent à quoi sert l'information de service public. C'est à cette question que je voudrais maintenant tenter de répondre. D'abord, sans l'information de service public, c'est toute une partie de l'information qui disparaîtrait de notre paysage informationnel. C'est en effet le devoir de l'information de service public d'être là où le privé n'est pas. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas d'opposer public-privé, mais simplement de rappeler que les responsabilités du service public, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sont plus larges que celles du privé. Que ce soit sur l'international, la proximité, l'outre-mer, la culture, la politique, la société ou l'économie, beaucoup de sujets ne sont traités que sur des chaînes publiques. C'est la responsabilité du service public d'assurer la continuité territoriale de l'information. C'est le devoir du service public d'assurer la pluralité de l'information.
L'information de service public, c'est aussi le dernier bastion de magazines réguliers sur la politique, l'Europe, la culture, à des heures de grandes écoutes. Dans nos missions encore, il y a l'investigation. Des magazines qui permettent d'éclairer les Français sur des sujets complexes, au même titre d'ailleurs que votre commission aujourd'hui. L'information de service public n'a pas d'agenda marketing et doit éviter à tout prix le racolage informationnel. Notre plus grande fierté, c'est de permettre la pluralité de l'information, mais aussi le pluralisme des opinions. L'info de service public, vous en avez parlé tout à l'heure dans votre introduction, Monsieur le Président, c'est près de 3 000 invités politiques par an, mais surtout près de 12 000 invités dans tous les domaines d'expertise, une diversité inégalée dans le paysage médiatique français. Pour bien remplir ses missions, l'information du service public doit rester une information indépendante. Indépendante du pouvoir politique, indépendante du pouvoir économique, indépendante du pouvoir religieux, indépendante de toute pression extérieure. L'information de service public est une information vérifiée et transparente. Alors, vous l'avez précisé également, il y a parfois des erreurs. Le zéro défaut n'existe pas quand on produit près d'une centaine d'heures d'infos par jour, tous supports confondus. Mais ces erreurs, nous les reconnaissons, nous les corrigeons et nous les expliquons. Depuis 2 ans maintenant, nous avons mis en place une page transparence qui permet à chacun de vérifier nos temps de parole, nos invités, nos thématiques et d'expliquer aussi la manière dont nous travaillons. Pour y accéder, il suffit de scanner le QR code présent dans nos journaux. C'est un modèle unique au monde dont la BBC a décidé de s'inspirer. L'une des missions aussi de l'information de service public, c'est l'accessibilité pour le plus grand nombre. L'accessibilité, c'est cette bataille quotidienne que nous menons, que nous devons mener pour récupérer les décrocheurs et les oubliés de l'information. Enfin, et c'est peut-être l'enjeu majeur des prochaines années, la lutte contre la désinformation et les ingérences informationnelles. Plus que jamais, le service public doit en être le bras armé. Déjà, nous avons noué un partenariat avec Viginum, le service de l'État chargé de la lutte contre les ingérences numériques, pour lutter ensemble contre les ingérences qui ne manqueront pas de se produire à l'occasion des prochains rendez-vous électoraux. Cette bataille, nous pouvons la gagner ensemble. L'information de service public est une information au service de tous. Son universalité doit faire l'objet d'un consensus national. Je le rappelle encore une fois, l'information n'est pas un contenu comme un autre. Il faut réaffirmer les moyens de son indépendance éditoriale, sanctuariser son financement et, pourquoi pas, l'accompagner mieux aussi. L'information est la nécessaire expression du questionnement démocratique, comme un outil magnifique pour enrichir, défendre, vulgariser l'information. Notre démocratie aujourd'hui mérite mieux que des oukases à l'emporte-pièce. Il faut sanctuariser cette information. Comme tous les médias, l'information de France TV n'est pas parfaite. Elle doit poursuivre sa transformation. Mais la richesse de notre écosystème d'information vient, comme souvent en France, de la mixité publique-privée. Il ne faut pas les opposer. L'information privée et l'information de service public, je l'ai dit, sont complémentaires. Avant de conclure, je voudrais rappeler ici que, contrairement à certaines idées reçues, l'information du service public sait parfaitement qu'elle est responsable de l'argent public. Nous sommes comptables de l'utilisation de l'argent public. Nous ne devons jamais oublier que tous les Français sont les copropriétaires de cette information de service public. Depuis une décennie maintenant, nous avons réalisé des économies, nous nous sommes réformés, nous avons augmenté la productivité. Ces efforts ont été ceux de milliers d'hommes et de femmes qui chaque jour travaillent avec passion à informer, à éclairer, à rassembler et à consolider notre idéal démocratique sur tous les territoires de la nation. Ce chemin, nous devons encore le poursuivre pour encore nous transformer, nous améliorer. Nous le devons aux Français. Alors j'en appelle à vous, mesdames et messieurs les députés, pour préserver le débat démocratique, pour assurer la liberté d'expression et d'information, pour renforcer notre cohésion nationale. Nous devons à tout prix, ensemble, défendre ce bien commun qu'est l'information de service public, ce bien commun qui doit être et rester celui de tous les Français. Merci. Ma première question, elle est pour vous, Monsieur Carra. Vous êtes le 4e directeur de l'information depuis l'arrivée
Delphine Ernotte, Philippe Corbet en sera le 5e. Si j'étais journaliste, je résumerais ma question en directeur de l'information, mission impossible. Plus sérieusement, comment expliquez-vous ces changements assez réguliers à la tête de l'information de France Télévisions qui peuvent interroger les Français, cette rotation importante? Ma deuxième question, elle porte sur l'organisation de l'information au sein de France Télévisions et la question du rapprochement entre France Info Télévision et France Info Radio, qui est un rapprochement souhaité depuis des années, de pouvoir avoir un acteur unique de l'information du service public audiovisuel, France Info, qui permettrait de rapprocher la radio et la télévision. Alors, il y a eu des coopérations qui ont été engagées, mais quelle est votre vision aujourd'hui sur ce rapprochement entre la radio de service public et la télévision de service public, autrement dit entre France Info Radio et France Info TV? Et puis ma dernière question, elle est le prolongement de l'audition que nous avons eue hier avec les directeurs et directrices de la stratégie éditoriale de France Télévisions. Elle porte sur la question des magazines d'information. L'ARCOM a mis en garde France Télévisions sur le respect du pluralisme politique sur France 5. Et la décision qui a été prise par Delphine Ernotte et qui nous a été expliquée hier par le directeur des magazines a été, pour quelques semaines, de ne plus inviter de responsables politiques au sein de ces magazines. Je vois qu'au même moment, la présidente de France Télévisions a décidé de unifier le pilotage de l'information en donnant la responsabilité de ces magazines d'information au directeur de l'information. Autrement dit, les tranches d'information de France Télévisions et les magazines d'information de France Télévisions seront demain, si nous avons bien compris ici la réorganisation souhaitée par Delphine Ernotte, sous la responsabilité du directeur de l'information. Comment analysez-vous, cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est essentiel aujourd'hui que toutes les tranches d'information de France Télévisions, quel que soit leur format, soient sous la responsabilité, sous la houlette du directeur de l'information? Et la question corollaire à cela, est-ce que pour vous, le directeur de l'information doit impérativement avoir une carte de presse ou non? En ce qui concerne la succession des directeurs de l'information, alors ce n'est pas quelque chose de véritablement nouveau. Le service public a connu et connaît, contrairement parfois à certaines structures privées, un turnover à des postes de responsabilité qui est un peu plus important. Voilà, ça c'est quelque chose de classique. Moi, je peux vous parler de mon expérience. Je serais resté donc l'équivalent de 1205 jours à la tête de l'information de France Télévisions, ce qui, je pense, est une longévité relativement raisonnable, qui m'a permis en tout cas, moi, de m'attaquer à un certain nombre de problèmes, d'effectuer un certain nombre de transformations et de pouvoir prendre le temps de la stabilité et de la réflexion. Voilà. Je pense que et là encore, ce n'est pas à moi de commenter les choix précédents de la présidente, mais je pense que nous avons besoin de stabilité. Oui. Pourquoi nous avons besoin de stabilité? Pour un certain nombre de raisons. La première, c'est évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une heure de bouleversement très important de l'information, donc il faut être capable de travailler sur la longueur pour s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, notre problème principal, c'est de nous adapter à un écosystème qui est tellement mouvant et qui se transforme tellement tous les jours que le service public, qui parfois est caricaturé pour, on va dire, sa lenteur ou son immobilisme, en réalité peut totalement s'adapter comme n'importe quelle autre structure. Il faut juste lui laisser parfois le temps. Donc, si vous me posez la question de savoir si je pense que la stabilité à la tête de l'information est quelque chose d'important, la réponse est oui. Si vous me posez la question de savoir si parfois, effectivement, un directeur de l'info est comptable aussi des soubresauts de l'information ou des organisations intérieures, c'est vrai aussi. Sur le rapprochement France Info, là encore, je vais essayer d'être très honnête avec vous, c'est un de mes regrets. C'est un de mes regrets de ces dernières années, de ne pas avoir été, moi, personnellement capable de réussir à provoquer ce rapprochement. Aujourd'hui, France Info, alors, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on entend régulièrement, mais pourtant, c'est le premier média français. Tous les jours, si vous additionnez la télévision, qui aujourd'hui représente quotidiennement près de 7 millions de téléspectateurs, si vous additionnez la radio, près de 5 millions d'auditeurs, si vous additionnez le site, plus de 4 millions de lecteurs, vous voyez que c'est un extraordinaire média avec une puissance formidable. Voilà. La difficulté que nous avons aujourd'hui, et c'est une des difficultés qui a été
évidemment identifié par la rue de Valois ces derniers temps, c'est qu'il est très difficile de rapprocher les structures. Je vais vous donner mon opinion personnelle, une fois n'est pas coutume, j'essaierai de ne pas le faire trop souvent au cours de cette audition, mais c'est aussi une opinion professionnelle. Je suis personnellement favorable au rapprochement des entités de service public, parce que nous sommes dans un moment où nous avons besoin d'être plus forts, d'être plus efficaces face aux enjeux qui sont les nôtres. Donc, je pense que nous pouvons poursuivre le rapprochement de France Info, nous devons poursuivre le rapprochement de France Info. Je pense que ça sera meilleur pour tout le monde, meilleur pour les journalistes qui auront la possibilité d'avoir plus de moyens pour travailler sur un éditorial plus riche. Ça sera plus clair pour l'éditorial et l'information proposée par France Info. Et je pense que ça sera plus efficace aussi pour les deniers publics. Vous m'avez interrogé sur les magazines d'information. On dit à l'information de France Télévisions, on dissocie bien ces magazines d'information produits en externe ou de para-information, appelez ça comme vous voulez, qui sont produits en externe, des productions en interne. Depuis, traditionnellement, effectivement, les maisons de production qui produisent ces magazines ont affaire à la direction des programmes et des antennes, et non pas à la direction de l'information. Bon, évidemment, vous l'avez compris, ça pose un problème. Vous avez souligné un des problèmes, par exemple, la décision qui a été prise de ne pas avoir d'invité politique sur les magazines de France 5. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué quand vous êtes un acteur extérieur, quand vous devez avoir une relation avec une maison de production, de réagir très vite, de réagir dans l'immédiat, de pouvoir être très réactif sur, on va dire, l'accompagnement éditorial. Je ne dirais pas le contrôle, parce que ce n'est pas un contrôle éditorial, mais un accompagnement éditorial. Et donc, ça implique beaucoup de difficultés. Vous le savez, nous arrivons à des échéances électorales. Donc, inutile de vous dire que, et ça on aura l'occasion d'en parler, hein, à partir du moment où on prend du retard, ou si on fait de mauvais calculs dans le temps de parole, on est vite rattrapé par la patrouille. Alors, je ne parle pas de la com comme la patrouille, mais en l'occurrence, nous devons des comptes à notre régulateur, et c'est normal. Et parfois, il est très, très compliqué, quand on a autant de production d'infos, de gérer le temps de parole. Ça, c'est une réalité. Donc, vous me posez la question de savoir si c'est un bon mouvement que de rapprocher aujourd'hui ces productions externes de la production interne de la maison de l'information. Moi, j'y suis depuis longtemps favorable. Je pense que c'est une très bonne chose et qui permettra, je l'espère, d'harmoniser effectivement l'éditorial de l'ensemble des offres d'information de France Télévisions. Donc ça me paraît une très bonne chose. Je crois que j'ai oublié de répondre à quelque chose. Carte de presse pour le directeur de l'information. Voilà, alors ça, merci de me poser cette question piège. Écoutez, je pense que personnellement... Vous êtes journaliste. Donc. Je suis journaliste, absolument. Je pense effectivement qu'un directeur de l'information ou une directrice de l'information, après tout, hein, soyons, j'inverserai d'ailleurs, une directrice de l'information ou un directeur de l'information doit encore avoir une carte de presse, doit avoir une expérience journalistique. Moi, j'ai une chance formidable. Et je suis ici pour vous parler évidemment des médias, mais aussi pour vous parler de ma propre expérience. J'ai une chance formidable. J'ai travaillé dans la presse écrite, j'ai travaillé dans la radio, j'ai travaillé dans la télé. J'ai fait de la transformation numérique, mais surtout, j'ai fait à peu près tous les métiers de journaliste et je connais à peu près tous les métiers techniques aussi de cette profession. Et ça me donne quand même un grand avantage, c'est celui de pouvoir savoir effectivement où sont les leviers de la transformation, où seront les leviers de l'accompagnement et de pouvoir parler, d'échanger et de comprendre les uns et les autres. Je pense qu'au-delà de ça, et je crois que je me suis exprimé souvent là-dessus, la carte de presse, c'est important. Pourquoi ? Alors, la carte de presse, c'est pas important parce qu'on peut rentrer gratuitement dans les musées. C'est important parce que la carte de presse nous donne à tous des devoirs. Les journalistes ont plus de devoirs que de droits en réalité. Et c'est bien une carte de presse qui nous oblige à faire ce métier en âme et conscience. Je l'ai dit plusieurs fois ici, et on aura l'occasion peut-être, j'aurai l'occasion peut-être de le redire. Toute personne
qui aurait dévoyé sa carte de presse au sein de France Télévisions et aurait eu affaire à moi, il est clair qu'il n'aurait pas eu sa place à France Télévisions. Voilà, la carte de presse est quelque chose qui nous engage. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette commission. Je suis là-dessus, j'ai des principes et je pense que ces principes sont partagés par la très grande majorité des journalistes. Nous devons répondre à un nombre de critères et de règles déontologiques. Je n'avais pas prévu de vous poser cette première question, mais je me permets de rebondir sur votre propos liminaire, monsieur le directeur. On ne présente plus le directeur des antennes et des programmes chez France Télévisions, que nous avons d'ailleurs auditionné, qui est le véritable numéro 2 du premier groupe d'audiovisuel de France, monsieur Sidbon Gomez. C'est le numéro 2 de France Télévisions et on a appris d'ailleurs il y a quelques semaines qu'il avait notamment récupéré dans ses fonctions la tutelle de la direction de l'information. Lorsqu'il a été recruté par France Télévisions, monsieur Sidbon Gomez n'avait travaillé que pour Europe Écologie Les Verts. Jusqu'à l'été dernier, lorsque l'on cherchait son nom sur Google et sur Wikipédia, il était d'ailleurs désigné sous la qualification d'activiste politique. Désormais, il est à la tête d'une rédaction de 2600 journalistes et il n'a jamais disposé de la moindre carte de presse. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'une part, si vous estimez que cette situation est satisfaisante par rapport à la situation de France Télévisions, par rapport à ces 2600 journalistes qui sont en attente d'une ligne claire et d'un management légitime? Pourquoi, selon vous, M. Sidbon Gomez a été nommé à la tête de la direction de l'information? Et est-ce que vous pensez aussi que les journalistes de France Télévisions auraient accepté une telle situation s'il y avait eu un profil de manager indirect pas journaliste et qui avait par exemple travaillé exclusivement pour un autre parti, par exemple le Rassemblement national? La première chose, je vais vous dire, je suis professionnel. Et en tant que professionnel, je n'ai pas à juger des décisions qui sont celles de ma présidente. C'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous parler de mon expérience, encore une fois, et je m'appuierai beaucoup sur cette expérience parce que je crois que c'est utile dans nos échanges. Je vous l'ai dit, ça fait un peu moins de 3 ans et demi que j'ai pris la tête de la direction de l'information de France Télévisions. Il se trouve, et je le rappelle pour tout le monde, je suis sous serment, il se trouve que depuis presque 3 ans et demi, j'ai toujours été totalement indépendant. Toutes les décisions difficiles qui ont dû être prises à l'information, c'est moi qui les ai prises. Toutes les responsabilités qui ont dû être assumées, c'est moi qui les ai assumées. Je n'ai subi aucune pression, aucune demande, aucun ordre éditorial. Je veux être très clair là-dessus. Voilà, de la part de ma présidente, mais je le dis aussi de la part de Stéphane Sidbon Gomez. J'ai été totalement libre dans mes fonctions, ce qui fait de moi le responsable de l'ensemble de ce bilan. C'est la première chose. La deuxième chose, j'ai beaucoup travaillé avec Stéphane Sidbon Gomez. Stéphane Sidbon Gomez est à la tête de l'info régionale. Aujourd'hui, depuis longtemps. Depuis qu'il a pris sa direction des antennes et des programmes, il est à la tête de la direction de l'information régionale, à peu près 2400 journalistes, 2400 cartes de presse. À ma connaissance, je n'ai jamais pu constater une ingérence éditoriale de la part de Stéphane Sidbon Gomez. Je suis très clair là-dessus. Voilà. Il y a une réorganisation en cours à France Télé. Une fois de plus, dont je vous ai dit, c'est une réorganisation décidée par la présidente, dont je n'ai pas à juger de la pertinence, puisque je ne pense pas en être assez compétent sur un certain nombre de domaines pour pouvoir juger de cette pertinence. Je sais qu'elle a vocation, selon le plan proposé, à permettre à France Télévisions d'être plus efficace, d'être plus économe, voilà, et d'affronter un certain nombre de défis. Voilà. Donc je crois que
je suis extrêmement clair sur ma réponse. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le directeur. Je me permets vraiment de reprendre vos propos. Vous expliquez en propos liminaire, un directeur de l'information doit avoir une carte de presse, une expérience journalistique. Force est de constater qu'aujourd'hui, la personne qui s'occupe de l'information chez France Télévisions, en tout cas le supérieur hiérarchique du directeur de l'information chez France Télévisions, ne dispose pas de carte de presse. Comment est-ce que vous le justifiez pour vous? Quelle a été la nature et l'explication, le rationnel de cette décision? Alors, mon objectif, vous l'avez compris, n'est pas de vous contredire, loin de là. Mais, voyez, le poste de directeur de l'information n'est pas supprimé. Je connais même le nom de mon successeur, que je salue ici. Il s'appelle Philippe Corbet et il sera aux commandes dès lundi prochain. Donc, voyez, le directeur de l'information, le poste existe bien, il est même incarné. Ça sera désormais à Philippe Corbet de montrer qu'il est le garant de l'indépendance éditoriale de l'information de France Télévisions. Alors, dernière question sur le sujet. À quoi cela sert d'avoir la tutelle de l'information pour celui qui aujourd'hui est numéro 2, notamment directeur des programmes? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que le directeur de l'information soit directement sous la tutelle de la présidence ou de la direction générale de France Télévisions? Là encore, vous me demandez une position personnelle. Et je vous l'ai dit, je ne veux pas, aujourd'hui ici, devant vous, venir afficher mes opinions. Vous savez, ça fait maintenant combien? J'essaye de calculer, 32 ans que j'ai une carte de presse. Je mets au défi toute personne dans cette salle de trouver à un moment un engagement partisan, quel qu'il soit. J'ai choisi volontairement de défendre un certain nombre de valeurs auxquelles je crois. Une de ces valeurs, c'est évidemment la loyauté à l'entreprise qui aujourd'hui m'emploie, et je n'ai pas à juger de cette réforme, ce n'est pas à moi. J'imagine que si on réforme, c'est pour améliorer les choses, et je vous le dis une fois de plus, je n'ai pas à juger du nouvel organigramme. Et toute dernière question, vous avez raison, vous répondez sur la dimension qu'il n'y a pas eu d'ingérence, qu'il y a une totale indépendance, que M. Sidmon Gomez ne vous a pas demandé la moindre chose connotée, par exemple, idéologiquement ou politiquement. Mais ma question portait plus sur la compétence. Est-ce que vous estimez légitime qu'une personne qui aujourd'hui est le supérieur hiérarchique d'un directeur de l'information, qui est le manager de près de 3000 journalistes chez France Télévisions, quelqu'un qui n'a pas de carte de presse, est-ce que c'est légitime qu'il soit à ce poste-là? Écoutez, là encore, je ne veux pas éluder la question, mais je vous ai déjà répondu. Je vais essayer quand même de faire une autre comparaison. Il se trouve que j'ai été aussi journaliste politique dans ma vie pendant quelques temps, que j'ai rencontré beaucoup de ministres qui occupaient des postes où ils n'étaient pas forcément des spécialistes. Je pense à la santé, je pense au travail, je pense même parfois à l'économie, ce qui est plus surprenant. Donc, mais je sais qu'ils étaient entourés de spécialistes et que ces spécialistes devaient gérer pour eux un certain nombre de choses, ce qui est normal. Ça ne leur empêchait pas de donner l'impulsion, mais en aucun cas de s'ériger eux-mêmes en spécialistes de certaines questions. Donc, voilà ma réponse. Je serai rigoureux, comme je suis rigoureux. Je précise que j'ai été journaliste 40 ans, dont 6 passés dans le service public. J'ai 3 questions. Première, pour France Info TV. Bon, je vais passer sur la Cour des comptes qui est assez critique. Mais vous avez abordé la ligne éditoriale qui peut expliquer ce point, 1% d'indice d'écoute. Est-ce que votre grille est assez lisible? Parce que quand on regarde LCI, on le disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est de l'international. BFM, c'est plutôt place au direct. CNews, c'est identifié. Mais vous, on a un peu du mal à s'y retrouver. Alors, vous nous avez dit, on fait des journaux à l'heure, rappel de titre ou demi-heure. Est-ce qu'à l'époque des réseaux sociaux, c'est encore quelque chose d'utile? Il y a 20 ans, ça pouvait se concevoir, mais en 2026, est-ce que c'est toujours utile? D'où peut-être ce problème de lisibilité de ligne. Deuxième question, c'est sur donc, le fait que le directeur de l'information, maintenant, va pouvoir avoir un droit de regard, je vais appeler ça comme ça, sur les magazines d'information. Alors, pour l'avenir, c'est plutôt à Philippe Corbet qu'on devrait poser la question, mais qu'est-ce que ça va changer? Je pense à la 5, notamment, avec Media One, qui produit C'est à vous, c'est dans l'air, ou Together.
Est-ce que vous avez à la limite un avis? Et puis rétrospectivement, est-ce que, avec vos anciennes responsabilités, vous n'auriez pas mis à l'antenne, diffusé certains numéros, alors je vais dire au hasard, envoyé spécial, complément d'enquête, mais ça pourrait être beaucoup d'autres exemples. Et dernière question, on a auditionné les syndicats de journalistes de France Télévisions il y a une semaine. Parmi ces syndicats, il y avait le SNJ, Syndicat national des journalistes, et 47% des voix lors des élections à la commission de la carte, donc un syndicat extrêmement puissant, et qui a fait le 15 avril 2022, au moment de la présidentielle, donc ce tract, qu'ils assument, hein, mais bon, c'est très bien, moi j'ai rien à dire, mais qui est intitulé quand même Contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Élysée. D'où ma question, lorsqu'on confie un sujet, un reportage sur le Rassemblement national ou Marine Le Pen à un journaliste qui a distribué ce tract, est-ce qu'on peut être sûr d'avoir un sujet objectif, sincère, honnête et neutre? Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, les questions sont vastes. Voilà, c'est un tour de force, mais je vais vous demander en 2 minutes d'y répondre. Je réponds rapidement, monsieur le député, à votre première question sur la lisibilité de la grille de France Info. Je peux partager votre constat peut-être sur le manque de lisibilité que pouvait avoir notre grille jusqu'à présent, raison pour laquelle depuis le mois de juin, on a essayé de faire en sorte d'avoir des tranches d'infos plus et mieux identifiées, comme par exemple notre 18-20 semaines et week-ends, intitulé Tout est politique, tous les sujets le sont, hein, on n'y traite pas que de politique. L'émission de Loïc Delamornay à 21h sur le terrain, où là on est davantage sur du grand reportage avec beaucoup de reprises de sujets du 20h. Voilà, on a beaucoup retravaillé cette grille. Et pour répondre à la question de l'utilité des journaux sur une chaîne info, eh bien, écoutez, nos journaux, en fait, à l'heure et à la demi-heure, ils marchent plutôt pas mal. Notre 23h qui est quelque part, je ne veux heurter personne avec cette comparaison, mais un peu le nouveau Soir 3, puisqu'on a un 23h qui est un JT sur France Info. Très régulièrement, c'est notre pic d'audience de la journée sur la chaîne. Donc, je crois que même sur une chaîne info, oui, il y a de l'appétence pour les JT. Merci. Monsieur Carra, peut-être sur le tract et sur est-ce qu'il y a des numéros de complément d'enquête que vous n'auriez pas diffusé, ça, monsieur? Oui, je vais vous répondre sur un certain nombre de choses. Effectivement, vous l'avez précisé, monsieur le député, je ne serai plus en place au moment de la réforme, au moment où les magazines produits en externe seront rapatriés sous la houlette de l'information. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour tout un tas de raisons. Ça permet d'avoir un regard éditorial beaucoup plus homogène, beaucoup plus complet, et ça permettra effectivement de pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, une fois de plus, je ne veux pas dire contrôle parce que le mot est trop fort, mais je pense plutôt à un accompagnement éditorial plus fort de ces offres magazines. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait aujourd'hui Media One, pour ce que fait Together, ce que font d'autres, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres maisons de production qui travaillent pour nous, mais je crois qu'effectivement, il faut, je dirais, peut-être une homogénéisation des process, peut-être un accompagnement éditorial. Et en cela, moi, je me réjouis, parce que je militais pour cela depuis longtemps, que ces magazines puissent être désormais dans la famille de l'information de France Télé. Sur le tract du SNJ, là encore, je vais vous parler de mon expérience. Lors des élections municipales, lors des élections européennes de 2024, un certain nombre de salariés de France Télé ont rejoint un appel, enfin en tout cas une pétition qui allait dans le sens justement, dans tout cas de faire obstacle ou de faire barrage, ou appelons ça comme on veut, à un parti à un moment. J'ai décidé à ce moment-là de demander à ces salariés de se déporter. Pas d'arrêter, hein, je ne les ai pas suspendus, soyons clairs, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour la liberté syndicale, ce n'est pas la question. Mais en revanche, je leur ai demandé de se déporter et de ne pas couvrir ces sujets, parce que ça me semble important. Je laisse dans mes équipes une totale liberté d'expression. J'ai beaucoup de respect pour les organisations syndicales qui ne me l'ont pas toujours rendu. Mais en revanche, je pense que nous sommes ici pour assurer le pluralisme, pour rendre des comptes à tous les Français. Donc, moi, je respecte
quand on ne se sent pas à l'aise pour couvrir un sujet, ça ne pose pas de problème. Mais notre antenne, nos rédactions ne doivent pas devenir des tribunes politiques. C'est clair, à mon sens. Bon, merci pour cette réponse très claire. Madame Calvez, pour Ensemble pour la République, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Pour information, j'ai été membre du Conseil d'administration de France Télévisions en 2023-2024. Lors de cette audition, on est revenu sur certaines erreurs que vous êtes attachés à réexpliquer en disant qu'on ne laissait pas passer, mais qu'il y avait des réactions. Moi, j'aimerais vous donner la possibilité encore de venir nous dire quelle est l'importance de l'évolution de l'offre d'information que vous signifiez comme un bien commun disponible à tous les Français. D'après vous, est-ce que la part de l'information sur l'offre de France Télévisions s'est accrue ces dernières années ou a laissé place à d'autres missions qui peuvent être l'exposition de la création ou encore la culture et l'éducation ? Vous aviez l'année dernière lancé un projet ambitieux d'avoir un JT plus long. Quel bilan en faites-vous ? À votre avis, quel est le niveau d'investissement consacré à l'information, que ce soit sur les antennes nationales, que ce soit sur les antennes locales ou dans leur prolongement numérique ? Est-ce qu'on est sur plus d'argent consacré proportionnellement à l'ensemble ou au contraire à un affaiblissement ? Et puis j'aurais aussi 2 autres questions. On a parlé de France Info. J'aimerais qu'on revienne sur la façon dont on peut harmoniser davantage le travail avec les autres entités de l'audiovisuel public, au-delà même de ce qui est fait avec France Info. Est-ce que vous pouvez revenir sur le travail en commun qui peut être fait, qui ne se voit pas forcément sur France Info, mais qui peut être par exemple l'offre d'ici, ou autrement des choses qu'on ne voit pas, mais qui participent à la qualité de l'information. Enfin, puisque vous vous occupez depuis plusieurs années, mais là encore plus sur la transformation de l'information, par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui comme offre d'information pour les plus jeunes, quelle est la contribution de France Télévisions actuellement et dans quel sens devrait-elle aller davantage ? Je vous remercie. C'est des questions larges. J'ai dit que l'idée, c'est d'ouvrir des pistes de réflexion. Bien conscience qu'en 2 minutes, vous ne pourrez pas répondre de manière très précise aux questions importantes, même Calvez, 2 minutes environ, mais voilà. Donc, le but, c'est de aussi donner des pistes et des grands éclairages. Je vais être très rapide, mais entre nous, ces questions mériteraient évidemment de plus long développement, ça va de soi. Je vais aller très vite. En ce qui concerne l'information, nous avons la chance que Delphine Ernotte nous permette, au cours de ces 3 dernières années, de rester à peu près à budget constant. On a fait des économies, mais on a fait des économies dans nos propres process, dans nos méthodologies. On a déplacé, on a proposé des évolutions à certains salariés. Donc, on est resté à peu près à budget constant. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir augmenter notre offre d'information et d'être encore plus présent. Et ça, je m'en réjouis. Vous parlez de l'allongement du 20h. C'était un projet qui nous tenait à cœur et dont nous sommes très fiers aujourd'hui, puisque c'est une offre qui s'est installée. Ce n'était pas évident, hein, c'était une offre qui ne fait pas tout à fait 1 heure d'infos, mais qui en fait, suivant les jours, entre 51 et 54 minutes, et notamment avec des deuxièmes parties qui sont extrêmement exigeantes. Extrêmement exigeantes parce qu'elles sont des approfondissements qui permettent aux Français d'avoir un regard sur des sujets extrêmement complets. Hier, on s'est posé la question de la désertification et des difficultés des centres-villes dans les territoires. Avant-hier, on était sur la question de l'Amérique aujourd'hui, comment l'Europe doit réagir face à la pression américaine. Mais on a fait aussi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, une deuxième partie sur l'Iran. Nous avons été les premiers à faire des très longs développements sur l'Iran. Nous l'avons fait sur le grand âge. Je ne vais pas multiplier les exemples ici, mais vous voyez que ce sont des sujets exigeants sur lesquels, chaque jour, nous réunissons à peu près 4 millions de téléspectateurs. Je précise, pour que tout le monde en ait conscience, une partie de ces téléspectateurs est des gens qui ne regardaient pas l'info. Voilà. Et alors, vous allez me dire, ben oui, mais vous avez profité de la publicité de TF1 pour capter des gens. Ben oui, nous avons profité de la publicité de TF1 pour capter des gens. Mais pour les capter, pour l'information, et je vais vous dire, je suis très fier, et je suis très fier des équipes, pour une raison claire, c'est que nous l'avons fait à budget constant et à nombre de salariés constant. Donc c'est bien la productivité et l'engagement de nos salariés qui a permis ça. Bon, alors ça c'est une première chose. Vous me dites, alors je vous ai répondu, hein, pas plus d'argent, mais
je l'estime, je le crois, c'est notre bilan, certainement mieux utilisé. Par ailleurs, sur France Info, oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, et je continue de le dire, je continuerai de le clamer, on peut faire plus. On fait déjà beaucoup de choses avec France Info, parce qu'on a rapproché de plus en plus le numérique et la télé, mais effectivement, on peut en faire encore plus avec la radio. J'en ai parlé encore il y a quelques jours avec Agnès Varamian, qui est la patronne de France Info Radio. Je crois qu'il faut aller... nous avons des émissions communes, nous avons des reportages en commun, nous avons des spéciales en commun, tout un tas de choses. Je pense qu'il faut aller plus loin maintenant. Je pense que cette entité, et ce n'est pas mon avis personnel, puisque je l'ai porté depuis déjà, et vous le savez, depuis déjà quelques temps, il faut un patron ou une patronne commune à France Info. Il faut qu'on aille plus loin et plus fort et plus vite. Enfin, vous me posez... Ah oui, l'offre jeunesse. Alors, bon, pardon, je vais essayer, là encore, d'être très court. Mais on a constaté, vous l'avez tous constaté, enfin, j'imagine que vous avez peut-être des ados à la maison, qu'on ne garde pas un jeune devant un 20h. En fait, ça ne marche pas. On va dire, vous savez quoi, vous allez être là, tu vas être là à 19h59 et tu vas regarder le journal. Donc ça fait longtemps que ça ne marche plus, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons créé une direction de l'info-jeunesse. Vous allez me dire, pourquoi une direction de l'info-jeunesse maintenant? Parce que pendant très longtemps, la jeunesse était l'apanage des programmes. C'est eux qui décidaient. Et pour la première fois, on a décidé de confier à des journalistes une info jeunesse. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé 2 grands formats numériques. Nous avons créé C'est quoi l'info il y a 2 ans, qui s'adresse plutôt aux 12-18. Nous avons commencé from scratch, zéro. Nous sommes aujourd'hui à 400 millions de vues annuelles. Donc ça marche super bien. Et on a récupéré une partie de la jeunesse qui nous a désertés. Nous avons fait une deuxième brique l'an dernier, ça s'appelle Mission Info, c'est pour les 8-12 ans. Alors évidemment, je vous le dis ici, nous n'encourageons pas les moins de 15 ans à aller sur les réseaux sociaux, mais les parents sont prescripteurs. Et c'est diffusé aussi sur le linéaire. Donc c'est bien notre sujet. Et je peux vous dire, il y a quelques jours, Mission Info a fait son record depuis sa création. Donc là encore, c'est une offre qui marche bien et dont nous sommes collectivement très fiers. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Saint-Toul, pour 2 minutes. Merci, monsieur le président. Mesdames, monsieur, merci. Monsieur Carra, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez ouvert les placards comme une évidence. Donc, j'aimerais que vous précisiez qui était dans les placards. Pourquoi? Parce que, après tout, j'ai pas l'impression que ce soit une pratique normale qu'il y ait des placards. Deuxième point, la fusion des rédactions d'information de France 2 et France 3 a causé beaucoup de souffrance au travail. Vous nous avez dit il y a quelques instants que vous aviez beaucoup transformé, parfois dans la douleur. J'aimerais que vous reveniez sur cette transformation, sur le bilan que vous en faites, sur les décisions que vous avez prises depuis pour remédier aux souffrances qui ont été causées, et éventuellement aux problèmes de fond qu'elles ont causés. Le troisième point, c'est que on arrive facilement à voir à faire la distinction entre le service public de l'audiovisuel et le privé, s'agissant de la création, du divertissement, du documentaire ou de l'éducatif. En revanche, à titre personnel, et je crois que c'est partagé par beaucoup, on peine aujourd'hui à se distinguer l'information, notamment en continu, du service public avec les autres chaînes. Je vais vous donner des exemples. J'arrive très bien à voir la différence entre France 24 et le privé, entre LCP et le privé, mais pas entre France Info et le privé. Et à l'appui de cette impression subjective, je vous dirais que le recrutement de M. Corbet, qui vient de BFM, est de nature à me conforter dans cette impression. Le recrutement de messieurs Devers et Melun m'amène aussi à penser que c'était bizarre de recruter des gens de CNews, alors que Madame Ernotte nous a expliqué que CNews et le service public ne faisaient pas le même travail. Et je trouve bizarre de devoir supporter que sur le service public, on évoque le grand remplacement ou une islamophilie clientéliste de la part de Jean-Luc Mélenchon dans la bouche de M. Melun. Vous voyez, il y a là quelque chose de très troublant. Enfin, une dernière question se pose sur les suites de l'interview de Mme Bouillaguet. Quelle suite avez-vous donné à son interrogatoire, en réalité, de Manuel Bompard? J'aurais encore éventuellement d'autres questions, mais je crois que j'ai épuisé mes 2 minutes. Merci, monsieur Saint-Toul. Alors, je vais essayer là encore de répondre, de rien éluder dans toutes vos questions. Je vous ai parlé des placards. Alors, je vais recontextualiser. J'arrive à la direction de la rédaction de France Télé en 2016.
voilà, appelé par Delphine Ernotte, qui venait de commencer son mandat, et avec pour mission de fusionner, effectivement, vous avez raison, les rédactions de France 2 et de France 3. Voilà. Donc, quand j'arrive, effectivement, je constate qu'il y a encore, je vais dire, un certain nombre de gens qui ne sont pas occupés comme ils devraient l'être. Donc, j'essaye de régler ces situations le plus vite possible. Et c'est ce que je fais à ce moment-là. Évidemment, vous comprendrez que je ne vous donnerai pas d'exemple ici, mais ça encore, ça peut être objectivé par des documents. C'est la première chose. Deuxième chose, vous me parlez des fusions, de la fusion de France 2, France 3. C'est quelque chose de très important pour moi. Parce que nous avons choisi, effectivement, de créer la rédaction de France Télé à ce moment-là. Vous avez raison, la transformation est souvent douloureuse. On fait rarement de la transformation juste pour le plaisir de transformer en réalité. On le fait parce qu'on se retrouve à certains moments contraints par l'évolution d'un écosystème, par l'évolution d'un budget, de contraintes budgétaires, par l'évolution d'une organisation, par l'évolution de la technologie. Nous avons choisi effectivement de réunir ces deux entités à ce moment-là parce qu'il nous semblait plus cohérent pour l'avenir de créer une grande rédaction de France Télévisions parce que, à l'époque, je vous le rappelle, nous étions souvent accusés de faire du doublon et donc de mal utiliser l'argent public. Et donc, il s'agissait évidemment de supprimer la majorité de ces doublons, de supprimer effectivement un certain nombre de redondances et d'avoir une meilleure utilisation de l'argent public. Vous dites, il y a eu de la souffrance. Oui, je vous le confirme. Moi, vous savez, j'ai beaucoup transformé. Je ne connais pas de transformation qui, à un moment ou à un autre, ne cause pas de souffrance. Et je le regrette. Je ne suis pas là pour faire souffrir qui que ce soit. Ce n'est pas mon sujet. On a essayé d'accompagner au cas par cas chaque personne qui se retrouvait en difficulté. Mais oui, un certain nombre de gens se sont retrouvés en difficulté. Ce que je peux vous dire, c'est que contrairement à d'autres, quand nous transformons, nous ne licencions pas. Il n'y a pas de licenciement. Voilà, c'est important quand même de le savoir. Systématiquement, nous essayons de trouver des solutions pour chaque salarié. Alors, si vous me dites ensuite qu'avec certains salariés, c'est plus compliqué qu'avec d'autres, c'est une évidence. Si vous me dites que certains ont du mal à s'adapter aux nouvelles normes, au nouvel écosystème, c'est vrai aussi. Mais ce que je peux vous assurer, et je veux rendre ici hommage à l'ensemble des équipes de la direction des ressources humaines de l'information, on a travaillé au cas par cas systématiquement pour essayer de trouver des solutions. Est-ce que vous aviez une question aussi sur, si je ne me trompe pas, sur Alix Bouilléguet, c'est ça? D'accord, je passe la parole à Muriel Plenet. Et rapidement, parce qu'on avait convenu en bureau que les questions étaient de 2 minutes et des réponses de 2 minutes, mais pour qu'il y ait des réponses de 2 minutes, il ne faut pas qu'il y ait 14 questions. Je le dis parce que sinon on n'arrive pas à tenir les 2 minutes. Et c'est une règle qu'on s'est fixée de manière unanime. Donc voilà, aussi bien la durée des questions que la durée des réponses. Donc plus il y a de questions dans la question, plus c'est compliqué pour les personnes auditionnées de répondre. Donc peut-être répondez à cette question et puis on avancera ensuite. Je vais faire vite, Monsieur le Président. Monsieur le député, en réponse à votre question sur l'interview de Manuel Bompard par Alix Bouilléguet, nous sommes codiffuseurs avec France Inter de cette émission le dimanche midi. Il y a eu incontestablement des maladresses dans les questions d'Alix Bouilléguet, des imprécisions et une erreur factuelle qu'elle a reconnue, puisque d'ailleurs, je peux vous lire ses propos. Le dimanche suivant à l'antenne, elle s'en est excusée. Lors de cette interview, il y a eu des formules imprécises et parfois inexactes. Si j'ai pu heurter, je m'en excuse. Mais il n'y a eu de ma part aucune intention partisane, aucune volonté de déformer les faits sur des questions qui sont extrêmement complexes. Par ailleurs, avec Philippe Corbet, pour le coup, directeur de la rédaction de France Inter, nous avons, le lendemain de cette interview, décidé conjointement d'apporter des précisions sur nos sites Internet respectifs, précisions qui auraient dû être données au cours de cette interview. Oui, encore une fois, il y a eu des imprécisions et une erreur factuelle qui ont été rectifiées et pour lesquelles Alix Bouilléguet s'est excusée. Au passage, je veux lui apporter et lui réitérer mon soutien parce qu'à la suite de cette interview, elle a été victime d'un harcèlement sur les réseaux sociaux
comme on en a rarement vu à France Télé, d'une violence franchement inouïe, avec des menaces caractérisées, y compris contre ses enfants, des menaces parfaitement inadmissibles. Encore une fois, on peut se tromper, on peut être imprécise, mais ça ne méritait certainement pas ça. Merci beaucoup, ce qui permet de rappeler effectivement le soutien de cette commission aux journalistes qu'on ne saurait ici comme ailleurs jeter en pâture ou désigner à la vindicte publique. J'avais eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises au début de cette commission d'enquête. Merci Monsieur le Président. J'avais des questions pour chacun d'entre vous. D'abord à Alexandre Carra. Pouvez-vous nous confirmer que vous êtes bien en train de négocier votre départ et que donc vous avez refusé de prendre le poste de conseiller à l'intelligence artificielle qui était considéré comme un placard? Et donc, si oui, quel est le montant de votre chèque de départ et qui s'occupera de l'intelligence artificielle? À Madame Plenay, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous étiez en régie à 13h et à 20h lors de l'erreur de Samuel Paty et que vous auriez dit « c'est pas grave, ça passe crème ». Quelles sont également les fonctions actuelles et réelles de Laurent Delpech depuis qu'il a été démis de ses fonctions de directeur à France Info? Et enfin, Madame Nathalie Saint-Cric, est-il vrai que vous allez embaucher à l'extérieur un ou une chef du service politique? Merci. Nous avons désormais 2 rapporteurs dans cette commission d'enquête. Alors, Monsieur Carra. On ne pourra pas dire que vos questions ne sont pas cash, au moins, donc c'est très bien. Non, pour vous répondre, je vais être très clair. Peut-être, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être quitterai-je effectivement le service public dans quelques mois, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a une réalité, je vous le redis. Depuis des années, j'essaye de transformer. Nous avons une réussite extraordinaire sur le numérique. Le numérique n'existait quasiment pas dans les JT de France Télé. Le compte 20 heures vient de réaliser 1 milliard de vues au cours de l'année qui vient de s'écouler. Nous avons réussi à l'info à faire 4 milliards de vues sur l'ensemble de nos contenus en l'espace d'1 an, l'équivalent du tiers du résultat de France Télé là-dessus. Donc, si vous voulez, oui, je suis très impliqué aussi sur un certain nombre de choses, sur l'IA, parce que je pense que l'IA doit devenir un outil important. J'ai édicté un certain nombre de règles là-dessus, c'est-à-dire un homme ou une femme au départ, un homme ou une femme à l'arrivée, mais l'IA qui nous permet d'être meilleurs. Donc, je n'ai pas totalement terminé ma tâche. J'ai un certain nombre de choses que je veux terminer de mettre en place pour continuer ce que j'ai entrepris à l'information. Je vais rentrer dans les détails, mais très rapidement, Éric Scherer, qui était patron de la transformation et qui représentait en partie aussi France Télé à l'UR, est parti à la retraite à peu près au moment où Laurent Delpech s'est retrouvé sans fonction à ce moment-là. Je lui ai proposé, parce que c'est lui qui était à la manœuvre, notamment dans le design et la construction du nouveau plateau de France 2 l'année précédente et qu'il avait une vraie expertise technique. Je lui ai proposé de reprendre ce qu'on appelle le Media Lab chez nous, ce qui est tous les process que vous allez découvrir dans les mois ou les années qui viennent à France Télé. Donc il s'occupe de ça. Je lui ai donné en plus, effectivement, le dossier de l'intelligence artificielle. Et je peux vous assurer que même si j'ai une certaine vision, je ne peux pas m'en occuper tous les jours parce que c'est beaucoup de travail. Et puis, vous le savez, il faut aussi qu'on réfléchisse à l'impact organisationnel, l'impact, Monsieur Odoul en a parlé, humain que ça pourrait avoir. Donc, ce sont des vrais dossiers que je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme des dossiers fictifs. Merci, Monsieur le Directeur. Madame Plenay. D'un mot, parce que la question était, je crois, cash. Oui, mais ma réponse va être très cash aussi. Un grand merci, Madame la députée, pour votre question qui va me permettre de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Puisque j'ai pu lire effectivement dans certains tracts qui me veulent sans doute du bien que j'étais en régie et à 13h et à 20h et que j'aurais considéré que ça ne méritait pas de rectificatif. Ça passe crème. Au passage, je vous le dis, ce n'est pas du tout dans mon langage et dans ma façon de m'exprimer. Alors, à la direction de l'info et de la rédaction, tous les jours, nous avons un directeur ou un directeur adjoint qui suit le 13h ou le 20h. Ce jour-là, je n'étais pas en charge du suivi du 13h et je n'étais pas en régie. Ce jour-là, je n'étais pas non plus en charge du 20h et je n'étais pas en régie puisque nous accueillons dans le JT ce soir-là le président François Hollande ainsi que le nouveau prix Nobel d'économie Philippe Aghion que j'accueillais et avec qui j'étais en loge. Je suis arrivée en régie après les faits et c'est moi-même dans la soirée qui ai rédigé le tweet d'excuses présentant nos excuses à la famille de Samuel Paty et à nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour cette réponse à claire, Mme Saint-Cric. Moi, je vais faire encore plus vite.
Je suis éditorialiste, chaîne Info, France Télé, France 2, c'est déjà pas mal de choses. Je ne suis pas aux responsabilités, donc le chef du service politique, ça ne sera pas, et ça n'est pas de mon ressort, ça va être à Philippe Corbet ou de s'en occuper. Merci beaucoup, Madame Sophie Taillé-Polian, pour 2 minutes. Et si les réponses sont de 2 minutes et que M. Ballanin pose ensuite une question de 2 minutes et qu'il vous a répondu en 2 minutes, nous aurons tenu les délais d'une demi-heure. Madame Sophie Taillé-Polian. Mettez la pression, Monsieur le Président. Le rapporteur s'interrogeait à travers un certain nombre de ses questions sur le fait qu'il y ait une chaîne d'information de trop. J'avoue que je partage cette interrogation et je propose de prendre l'indicateur du respect de la déontologie pour savoir laquelle serait de trop. C'est un critère qui me semble intéressant. Et qui nous permettra, je crois, d'avoir une meilleure santé de notre système audiovisuel. Bien, je passe à mes questions. Vous avez évoqué les enjeux budgétaires et le fait que vous faisiez finalement mieux avec autant ou avec moins, si on prend en compte l'inflation. Et vous avez aussi évoqué le fait que vous aviez fait beaucoup de réorganisation. Il est vrai, et c'est aussi ce que les organisations syndicales et les personnels nous disent, qu'il y a quand même une forme de pressurisation très très forte. Vous avez parlé d'engagement. C'est vrai qu'on voit beaucoup dans les services publics les personnels remplacer l'argent public au détriment de leur santé. Je voulais vous interroger sur ce que vous considériez comme être la situation actuelle et comment vous envisagez. Et est-ce que vous avez des éléments d'information sur la répercussion de la nouvelle cure d'austérité décidée par le gouvernement avec le plan de 180 millions d'économies supplémentaires? Est-ce que vous avez une idée des répercussions éventuelles sur l'information? Ça me semble extrêmement important. Et une question sur France Info TV plus particulière. On a eu le sentiment à un moment donné que justement en raison de réductions budgétaires, il y avait moins de place accordée à des enquêtes, à des contenus réalisés par la rédaction et davantage de plateaux qui coûtent moins cher, les intervenants souvent étant ravis d'être invités et de venir gratuitement. Est-ce que c'est une orientation que vous avez prise en raison des enjeux financiers? Et quel bilan en avez-vous tiré? Je vous remercie. Merci. 2 minutes, vraiment, s'il vous plaît. Là encore, je vais essayer d'être très rapide. Oui, les contraintes budgétaires, ce n'est pas simple. C'est depuis que je suis directeur de l'information, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de sanctuariser notre budget, mais effectivement, c'est hors inflation, vous avez raison. Et puis, on a quand même, malgré tout, fait des économies. Et puis, on a eu quand même développé des choses, je vous en ai parlé, l'offre jeunesse, la transparence, l'allongement du 20h, et tout ça, c'est fait, effectivement, à salariés et budget à peu près constant. Oui, vous avez raison. On est arrivé à un moment qui est peut-être un moment clé. Tout le monde travaille beaucoup. La productivité est très importante. Donc, il faut continuer de réfléchir. Et ça faisait partie aussi de mes pistes de réflexion, de savoir comment on peut continuer avec ces contraintes, néanmoins, à rendre supportable le travail pour nos salariés. Et plus que supportable, parce que vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une adhésion. Je veux dire, les gens qui sont là aiment ce métier, ils l'aiment infiniment, sinon ils ne se donneraient pas autant et avec autant d'engagement. Donc, je pense quand même que là, nous sommes arrivés à un point où il faudra réfléchir, savoir si on doit abandonner ou pas une partie de nos missions. Oui, je pense que cette question budgétaire implique potentiellement des choix douloureux et difficiles. Sur la question en 1 minute, Madame la directrice. Sur France Info TV, très rapidement, Madame la députée, nous avons une rédaction propre à France Info, mais nous nous appuyons évidemment énormément sur les contenus produits par la rédaction nationale et par les magazines info. Donc, on récupère un certain nombre des enquêtes du 20h, des sujets type l'œil du 20h, des sujets d'envoyé spécial ou autres. On produit nos propres sujets sur France Info, mais on s'appuie évidemment énormément sur la ressource de la rédaction nationale dans une logique de transversalité, ce qui nous permet d'avoir des reportages qu'on ne verrait pas forcément ailleurs. Merci, Monsieur Ballanin, pour 2 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, déjà, moi, je tenais à vous remercier pour cette audition, parce que vous nous avez montré votre probité, votre loyauté à un système d'information, qui est le système d'information de notre pays, et aussi au code déontologique des journalistes. J'ai souligné l'émotion du rapporteur sur le cas de Monsieur Delpech et sur les éventuelles démissions suite à des erreurs éditoriales.
J'espère qu'il aura le même intérêt quand on parlera d'un certain nombre d'animateurs dans des chaînes privées condamnées au pénal et qui sont toujours à l'antenne. Je pose ma question, qui est une question autour des sujets que vous avez mis en avant, en disant qu'il y aurait des informations qui n'existeraient pas si l'audiovisuel public n'était pas là, je partage, que vous avez aussi une mission de lutte contre la désinformation, et enfin, et c'est mon sujet important, sur l'ingérence informationnelle. Aujourd'hui, France Télé, l'audiovisuel public, c'est une force de frappe éditoriale terrible en réalité. Il y a vous, il y a France Culture, il y a France Inter, il y a France 3, le réseau ici. Et moi, j'aimerais savoir comment, tout en gardant, sans qu'il y ait nécessairement d'harmonisation éditoriale, surtout pas, mais comment vous pouvez agréger toutes ces informations, agréger cette force, et en particulier pour prendre d'assaut le numérique, pour qu'on soit tout simplement, que votre mission soit justement cette mission de contrer les informations fausses, de contrer les ingérences étrangères, puisque c'est, je pense, aussi le rôle d'un audiovisuel public puissant. Merci beaucoup, Monsieur Balanant. Très rapidement encore, je vous l'ai dit, on est, nous, confrontés déjà à ces ingérences informationnelles tous les jours. Nous avons eu un problème de trafic sur France Info il y a quelques semaines, suite à une ingérence venue des États-Unis dont nous ne connaissons pas la source. Nous travaillons avec Viginum sur un certain nombre de choses. Vous savez, quand on a, dans complément d'enquête, retracé l'origine des étoiles de David qui avait été peinte avec ce qui venait de l'Est, ça a été fait en collaboration avec Viginum, fait partie des choses qu'on fait. Donc, ces ingérences informationnelles, je le dis, je le redis, c'est quelque chose qui est nécessaire, sur lequel nous devons nous battre, comme la manipulation de l'information ou la désinformation. Moi, j'ai créé notamment La Guerre de l'Info, qui est un magazine qui travaille là-dessus. Ça fait partie des choses que le service public doit absolument faire. Ça, c'est indéniable. On parlait aussi, c'est dans un autre registre, mais l'investigation reste quelque chose d'important. Je crois que tous ici, vous avez vu le reportage peut-être, ou vous avez entendu parler du reportage qu'on a fait il y a 48 heures sur Capgemini, qui montre que Capgemini a mis une partie de sa force de frappe au service de ICE, donc aux États-Unis. Donc ce sont des questions qui doivent rentrer dans le débat public et qui sont nécessaires. Moi, je crois en tout cas que là-dessus, il faut développer des moyens. Nous avons aujourd'hui l'aide de Viginum, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons continuer à travailler, nous devons développer des outils nécessaires pour se protéger les uns les autres. Vous avez soulevé une autre question à laquelle je vais répondre très rapidement. Vous dites le rapprochement des rédactions du service public, par exemple. Qu'on ne s'y trompe pas. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais favorable à une BBC à la française. Je ne suis pas favorable à une convergence éditoriale ou à une absence de pluralisme. Ce n'est pas ce pourquoi, évidemment, je prêche. Je pense qu'au contraire, il faut garder le plus possible une pluralité des voix. Ça, c'est une évidence. En revanche, je peux vous dire que demain, si les forces étaient jointes sur un certain nombre de process, je vous prends, puisqu'on en a beaucoup parlé ici, le développement de l'IA, si on le fait tous ensemble, ça sera quand même plus facile. Aujourd'hui, chacun le fait dans son coin, et je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Merci. Il nous reste 2 minutes pour tenir la demi-heure que nous avions fixée. Et je laisse la parole pour 1 minute à Mme Parmentier, réponse d'1 minute, et ensuite Mme Soudet, 1 minute. Et on aura respecté cette demi-heure consacrée au groupe politique de notre commission. Merci, Monsieur le Président. Je veux vous interroger sur l'extrait de reportage de Yann Moix sur Gérard Depardieu, diffusé par complément d'enquête dans un documentaire Assassin contre Gérard Depardieu. On y voit Depardieu tenir des propos à connotation sexuelle sur une petite fille faisant de l'équitation dans un haras en Corée du Nord. Depardieu, sa famille et Yann Moix ont dénoncé un montage frauduleux. France Télévisions a communiqué sur un constat d'huissier concluant à l'absence de manipulation. Or, une expertise judiciaire indépendante, ordonnée par le tribunal, a conclu que les propos en question n'ont pas été prononcés dans le plan montré à l'antenne par France 2 et établi qu'il y a eu un montage illicite. Comment expliquez-vous cet écart entre expertise judiciaire et communication de France Télévisions? Ce n'est pas la première fois que complément d'enquête est mis en cause et doit rectifier ces fausses affirmations, comme dans l'enquête consacrée à CNews, qui a dû être coupée en urgence juste avant sa diffusion. Quelles garanties mettez-vous en place pour éviter toute manipulation des images qui, ici, en l'occurrence, a contribué à la mise à mort médiatique, professionnelle et dans l'opinion de l'acteur?
Merci. Et nous aurons une audition consacrée à complément d'enquête avec notamment Tristan Valex. Mais monsieur le directeur, je vous laisse répondre. Alors, très rapidement, je suis embêté parce que vous le savez, l'action judiciaire est loin d'être terminée. Donc, c'est très compliqué pour moi de commenter ça. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai totalement confiance en mes équipes et que la manière, les process qui ont été mis en place, les contrôles qui ont été faits, me laissent penser qu'il n'y a pas eu d'erreur méthodologique journalistique. Vous savez, par ailleurs, je ne vous l'apprends pas, qu'en ce qui concerne Gérard Depardieu, c'est un autre agenda judiciaire qui lui est plus préjudiciable en réalité que complément d'enquête. Ensuite, en ce qui concerne complément d'enquête, je vous le dis, depuis que je suis arrivé, si je ne dis pas qu'avant c'était le cas, mais je n'ai pas la mémoire effectivement de tout, mais jamais complément d'enquête n'a été condamné par qui que ce soit devant un tribunal, par la justice. Je veux dire, donc, pourtant, nous avons eu un certain nombre de gens qui se sont offusqués ou qui ont voulu nous poursuivre suite à un certain nombre. L'investigation, je vous le dis, ne fait jamais plaisir à personne. Ça n'existe pas. C'est d'ailleurs... Je le dis gentiment, je vais paraphraser. Il y a très longtemps, j'ai travaillé à Europe 1, voilà, et Jean-Luc Lagardère, patron formidable, avait l'habitude de dire Europe 1, c'est 1% de mes actifs, 99% de mes emmerdes. Eh ben, je vais dire la même chose pour l'investigation, c'est un peu ça. Parce qu'effectivement, le nombre de pressions et de coups de fil que je peux recevoir là-dessus est très important. Mais je vais terminer. Donc, complément d'enquête n'a jamais été condamné. Vous me parlez du reportage sur CNews. Alors, pourquoi j'ai accepté un reportage sur CNews? Là encore, je vais être très transparent avec vous. Au départ, on m'avait proposé un reportage sur Pascal Praud. Je dis, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller faire un reportage sur Pascal Praud. Essayons d'étendre. Regardons plutôt. Il y a un phénomène CNews. C'est devenu la première chaîne d'info continue. Je pense que ça mérite un sujet, d'autant qu'on a fait d'autres sujets, vous le savez, sur Courbis, sur Lagardère, on fait d'autres sujets sur les médias. Donc j'ai dit OK. Le soir ou de la diffusion, il y a un communiqué Arcom à 18h. Vous connaissez les process de la télé, on ne peut pas faire grand-chose. Je ne pouvais pas mettre de contradictoire dans le reportage. J'ai décidé, pour cette raison, qu'à défaut de pouvoir mettre du contradictoire, nous allions couper la séquence pour éviter de nous retrouver en porte-à-faux. Donc, nous avons choisi nous-mêmes, en quelque sorte, d'éviter de nous retrouver dans une position où nous ne respecterions pas ce que je pense être la déontologie journalistique. Merci, monsieur le directeur. Madame Soudet, pour 1 minute. Merci. Grand défenseur du service public, contrairement au Rassemblement national, nous ne cherchons pas des journalistes qui nous soient favorables. Nous voulons simplement des journalistes qui nous soient honnêtes et respectueux et qui effectivement peuvent commettre des erreurs. Là-dessus, on est d'accord. Mais Madame Plenel, je ne peux pas vous laisser dire que Madame Bouillaguet, face à Monsieur Bompard, a eu des maladresses, des imprécisions. C'était clairement une avalanche de fake news. Vous dites qu'elle l'a reconnu, mais en vérité, ses excuses étaient absolument pas à la hauteur de la situation. Et en vérité, je pense que à fermer les yeux ainsi, ça pousse finalement des incidents à se répéter. Et Madame Saint-Cric, ici présent, en sait quelque chose, puisque les spécialistes dans le domaine, je pense aussi bien à la pancarte JLM, un problème, qu'à récemment, le 9 décembre, avec ce qu'elle a dit sur le vote musulman. Attends, alors on recommence. Je pensais qu'avec l'audition de Madame Sophia Ram, on avait été clair, Madame Soudet. Vous avez quelqu'un en face de vous, un minimum juste de respect, je me permets de le dire. Voilà, enfin, elle est spécialiste d'eux, Monsieur Saint-Toul, juste, voilà, essayons de respecter les personnes en question. Vous pouvez poser des questions à Mme Saint-Cric, vous n'êtes pas obligé de dire qu'elle est spécialiste d'eux, qu'elle a, etc. Je vous laisse continuer, mais voilà. Bon, ça va, monsieur le président? Non, ça va pas, sinon je n'aurais pas pris la parole, monsieur Saint-Toul. Bon. Bah vous pouvez quitter cette commission d'enquête, monsieur Saint-Toul. Vous pouvez quitter, si la manière dont je prie ne vous convient pas, vous pouvez partir. Personne ne vous oblige à rester ici, d'accord? D'accord. Bah parce que j'ai vu personne attaquer les personnes auditionnées, j'ai vu personne dire on a Nathalie Saint-Cric, on ne parle pas des gens à troisième personne. Vous avez la civilité, ça existe, monsieur de Saint-Toul, vous la connaissez, les règles de civilité. On ne parle pas des gens quand ils sont là. Pardon, c'est des règles, c'est la France, c'est peut-être ce qui nous reste simplement dans le pays, l'étiquette, le respect des personnes, le protocole. Je ne sais pas, c'est des choses qui font aussi la grandeur de notre pays, c'est de respecter les personnes qu'on auditionne. Monsieur voilà. le Président, si vous voulez allez-y, vous calmer, je pourrais juste finir ma allez-y. question. C'est juste qu'elle est en face de vous, donc vous pouvez lui poser des questions. Okay. Alors du coup, monsieur Carra, vous avez dit tout à l'heure que toute personne qui aurait dévoyé sa mission aurait eu affaire à moi. Et donc, du coup, concrètement, je me demande, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour que Madame Saint-Cric continue de faire ses erreurs, pour que d'autres personnes comme Madame Bouillaguet se permettent aussi de faire ces erreurs-là? Enfin, pardon, je le dis quand même, c'est très irrespectueux de parler. Vous parlez toute la journée, pardon, des enjeux de sexisme, etc. Vous venez de parler d'une femme qui est présente devant vous en adressant une question à son directeur.
Je trouve ça totalement irrespectueux. Voilà, je me permets de le dire, je trouve ça totalement irrespectueux, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Je ne suis pas là pour modérer la police des pensées. Je pense que c'est très irrespectueux de parler d'une personne à la troisième personne qui est en face de vous. Mais comme la question... D'accord, monsieur, merci, monsieur Saint-Toul. Monsieur Saint-Toul, un jour vous présiderez une commission d'enquête, vous ferez comme vous voulez. Monsieur Carra. Madame Saint-Cric, alors, la question ne vous était pas adressée, vous pouvez y répondre. Mais quand même, il y a eu une certaine façon de me mettre en question. Alors, je vais répondre très factuellement, je vous remercie de cette question, à la pancarte qui a dû apparaître où je disais « JLM, un problème ». C'était la deuxième ou la troisième dans la soirée. Je m'adressais à Anne-Sophie Lapix parce que je trouvais qu'il manquait quelques questions. Et comme on parlait du problème ou de la situation de Jean-Luc Mélenchon, je voulais qu'elle pose, puisque ce n'était pas moi qui étais intervieweuse, cette question, et je lui ai donc mis « JLM, un problème ». Quand Sarah Knafo a dit qu'elle faisait des offres de services au Rassemblement national, je lui ai mis « est-ce que le Rassemblement national accepte ?» Je ne l'ai pas fait parce que je considère qu'Anne-Sophie Lapix n'était pas en mesure de poser elle-même les questions, mais parfois, quand on est à la tête d'une soirée électorale, on n'a pas toujours les idées très claires. Donc, je peux vous dire, je suis une spécialiste du papier que j'envoie quand je considère que l'animateur, peut-être parce que je suis obsédée par les politiques, ne le fait pas. Quant à moi, supposée obsession, je ne sais pas très bien sur quoi. Je vais juste refaire les choses très claires sur mon islamophobie. Je ne sais pas si vous avez parlé du mot islamophobie. Alors, j'assume parfaitement ce que j'ai dit. Et la meilleure chose, c'est que j'ai tweeté, après qu'il ait été tweeté des propos complètement tronqués, j'ai mis l'intégralité de la phrase. Et bêtement, hier soir, si vous voulez, eh bien, j'ai recopié les propos d'Alexis Corbière et mes réponses. Alors, je vais jouer Alexis Corbière et je vais faire mes réponses. Alexis Corbière dit... L'antisémitisme, ça existe dans ce pays. Et je lui réponds, la quête du vote musulman aussi. Petite précision, cette question n'arrivait pas au milieu de nulle part. Il se trouve que le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Julien Terry, professeur à Paris 2, qui avait traité un certain nombre de personnes de génocidaires, en considérant qu'ils avaient demandé à Emmanuel Macron de n'accepter de reconnaître la Palestine qu'au moment où les otages auront été libérés et en mettant des préalables. Donc Jean-Luc Mélenchon le soutient et je dis... Alexis Corbière, est-ce que vous considérez que Jean-Luc Mélenchon a raison? Je continue. Alexis Corbière me dit « Pourquoi faites-vous ce lien? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman ?» Ce à quoi je réponds « Ah oui ». Et là, le « Ah oui » se poursuit. Je lui réponds « Je n'ai pas ciblé ce que les musulmans pensaient. Ce ne sont pas les musulmans qui sont condamnables, ce sont ceux qui croient qu'en leur disant des propos antisémites, ça va pouvoir les rallier. » Et dans ce cas-là, M. Corbière me répond, si certains le font, c'est absolument détestable. Voilà, je assume parfaitement ce que j'ai dit. J'ai montré l'intégralité de cet extrait. Je l'ai mis sur Twitter, je l'ai refait passer à la chaîne Info, même heure, même présence, même moment. Et le recteur de la Grande Mosquée de Paris, que j'ai vu physiquement, puisqu'il était dans nos locaux, je lui ai montré l'intégralité. Il m'a dit, c'est pas du tout ce qu'on m'a montré. Voilà. Merci beaucoup. Ça pour répondre. Et puis. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. À vous la parole. Pardon, excusez-moi. Je crois. Permettez-moi. Allez-y, vas-y. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ouvrir une autre séquence qui est attendue. Les journalistes qui partagent l'avis de candidats potentiels à l'élection présidentielle se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, alors que les Français attendent, vous le savez, plus de jamais du service public qu'il démontre sa neutralité comme son impartialité, France Télévisions a fait le choix, pour incarner son principal rendez-vous d'information, le JT de 20h, de choisir une journaliste dont le compagnon n'est autre que Raphaël Glucksmann, qui est candidat pressenti pour représenter le Parti socialiste à la prochaine élection présidentielle. Delphine Ernotte a expliqué son choix en juin dernier sur le plateau de Quotidien. Son choix, c'est le sien. La temporalité interroge car à ce moment-là, nous n'étions qu'à quelques semaines d'une élection majeure à laquelle Raphaël Glucksmann se présentait comme tête de liste et à 18 mois d'une élection présidentielle à laquelle pourrait se présenter M. Glucksmann au nom du Parti socialiste. Personne, aujourd'hui, même dans cette commission d'enquête, ne juge des qualités journalistiques évidentes de Léa Salamé, comme il y en a des dizaines ou des centaines d'autres parmi les près de 3000 journalistes de France Télévisions. Mais sur le plan de la déontologie, considérant l'exigence, le caractère particulièrement sensible de son poste, eu égard aussi au rôle d'arbitre que doit tenir l'audiovisuel public à l'approche d'échéances électorales, pensez-vous sincèrement et rétrospectivement que ce choix était pertinent?
je continue de penser que ce choix était extrêmement pertinent. Il se trouve que, évidemment, vous en doutez, je n'ai pas fait ce choix sur un coup de tête. C'est un choix et je l'assume. Il se trouve qu'au cours de ma carrière, j'ai croisé Christine Ockrent, j'ai croisé Anne Sinclair, j'ai croisé Marie Drucker, j'ai croisé Béatrice Schoenberg, donc un certain nombre de femmes extraordinaires sur un point de vue professionnel, qui pourtant, pour certains, avaient le péché de partager la vie d'un homme politique. Quand je me suis posé la question de Léa Salamé, je ne me suis pas posé la question, effectivement, de savoir qui était son compagnon. Je me suis demandé qui était la meilleure pour incarner le 20h. Voilà. Il se trouve que je me suis dit que j'allais venir avec le CV de Léa Salamé. Parce que c'est quand même important aussi de repositionner les choses. Vous voyez, Léa Salamé, elle a commencé à France 24, elle a continué à iTélé, elle a fait de la politique, elle a fait l'émission politique, elle l'a animée avec David Pujadas, avec Thomas Soto, elle a fait l'interview présidentielle du 14 juillet. En 2022, elle a fait le débat sur TF1, co-animé avec Gilles Boulot. Et puis, elle a été, et France 2, évidemment, mais sur France 2 et sur TF1, co-animé avec Gilles Boulot. Et surtout, pendant 8 ans, elle a été la principale intervieweuse de la matinale de France Inter. Elle a même permis à cette matinale de s'imposer comme la première matinale de France. Et sérieusement, à cette époque-là, on n'avait rien à lui reprocher. Je vous rappelle aussi qu'elle a commencé sa carrière journalistique bien avant d'être la compagne ou que Raphaël Glucksmann soit le compagnon de Léa Salamé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dites, il y a des centaines de journalistes qui font... Ben non, en fait. Pardon, excusez-moi. Je suis directeur de l'information d'une grande chaîne. Je sais, enfin, d'un certain nombre de chaînes et donc d'une grande organisation de médias. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas des centaines de Léa Salamé, en fait. Il y en a une. Voilà. Et quand j'ai commencé à travailler pour savoir ce que j'allais faire pour le 20h, effectivement, son nom s'est imposé. Et vous savez quoi? Non seulement j'en suis très fier, mais en plus, un an après, les faits me donnent raison, puisque la première semaine de janvier, nous avons fait la meilleure audience depuis plus d'un an, depuis 13 mois, avec Léa Salamé. Ensuite, vous me dites son compagnon. Je crois que déjà, lors d'une élection, elle s'était retirée de l'antenne, quand elle était à France Inter, pour effectivement éviter qu'il... C'était pour les européennes, pour éviter qu'il y ait un conflit. Non, pour les européennes, elle s'est maintenue à la tête du JT de 20h en 2024. C'était le sens de ma question d'ailleurs. Non, elle n'était pas là, elle n'était pas encore au JT de... En 2024, elle n'était pas là. Elle est arrivée en septembre 2025 à la tête du JT, donc elle n'était pas là. Donc, et sur France Inter, au moment des européennes, elle s'est, en revanche, elle avait choisi de prendre du recul. Bon, ce que je veux dire maintenant, vous tablez, et je l'entends, sur une chose, c'est que peut-être que Léa Salamé devrait mettre sa carrière entre parenthèses pour favoriser son compagnon. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'on est en 2026. Aujourd'hui, la candidature de Raphaël Glucksmann, pardon de vous le dire, mais elle est hypothétique. Voilà, je ne juge pas la question des qualités de Raphaël Glucksmann ici. Je dis que cette candidature est hypothétique. Donc, si ça se trouve, pardon, une fois de plus, on est en 2026, peut-être que Raphaël Glucksmann décidera lui-même de se retirer pour laisser sa compagne continuer sa carrière. Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si Raphaël Glucksmann était candidat à la présidentielle, il est évident que nous imposerons les règles déontologiques, qui sont celles du service public, et Léa Salamé devra se retirer de l'antenne. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Je remarque simplement que, effectivement, certes, Léa Salamé n'était pas à la tête du 20h à ce moment-là, mais la décision a été prise par Delphine Ernotte à peu près à cette période-là. Je voudrais rebondir. Vous expliquez que vous avez fait le choix, vous avez pris la meilleure. Vous avez choisi la meilleure à la tête du JT de 20h. Ce sont vos mots. Pourtant, je pense qu'on peut le dire, mais le seul juge qui fait foi quand on fait de la télévision, ce sont les audiences. Et quand on est factuel, sur la dernière période étudiée, celle par exemple de septembre à décembre 2025, Léa Salamé a attiré en moyenne 3,78 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 19,7%. Et c'est en moyenne
230 000 téléspectateurs de moins qu'Anne-Sophie Lapix à la même période l'année précédente. Et plus étonnant, Léa Salamé a été remplacée à 2 reprises lors des vacances de la Toussaint ainsi qu'à Noël par son joker Jean-Baptiste Marteau. Alors généralement un joker, probablement parce qu'il est moins identifié par le public, réalise des audiences qui sont moins importantes. Or, à la Toussaint, Jean-Baptiste Marteau a retrouvé le même niveau d'audience qu'Anne-Sophie Lapix en 2024, avec en moyenne 230 000 téléspectateurs de plus que Léa Salamé. Comment est-ce que vous expliquez cette différence? Et quand vous me dites il n'y a pas des centaines de Léa Salamé parmi le spectre de journalistes, peut-être qu'il y en a des dizaines. En tout cas, il y en a un qui s'appelle Jean-Baptiste Marteau, qui est bien moins connu des Français et qui, quand il remplace Léa Salamé à la tête du 20h, semble faire des audiences plus importantes. Donc est-ce que c'est vraiment le critère de l'audience qui a fait que vous avez choisi Léa Salamé à la tête du 20h? Merci pour cette question, monsieur le rapporteur. Vous savez, je ne fais pas de politique parce que je pense que je ne serai pas compétent. En revanche, je pense que je commence à connaître mon métier en télé pour l'avoir pratiqué pendant quelques décennies. Il se trouve que quand on regarde les courbes du 20h, elles étaient descendantes depuis déjà un certain nombre de mois, d'années. Voilà. Sur la période qui est la période que vous indiquez, vous avez raison. Oui, Anne-Sophie Lapix était un peu au-dessus de Léa Salamé. Je vous rappelle qu'entre-temps, le total télé a diminué d'1 million de personnes. Au même moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui regardent la télé, au même moment, un an après, sont 1 million de moins. Ils seront évaporés. C'est la première chose. Et je vous le redis, par rapport au dernier mois d'Anne-Sophie Lapix, Léa Salamé a nettement amélioré les scores. Ensuite, la télé, vous savez, on a un truc en télé, c'est qu'on dit toujours que les audiences, elles descendent par l'ascenseur, mais qu'elles montent par l'escalier. Donc, il faut laisser s'installer quelqu'un. On ne peut pas juger des résultats d'une personne au bout de 2, 3, 4 mois, ça n'est pas vrai. On n'est plus à un moment où alors, ça peut arriver sur des émissions d'entertainment, par exemple. C'est vrai que c'est le cas. C'est très, très rarement le cas sur un JT. Donc, il faut laisser un peu de temps. Et je vous l'ai dit, la première semaine de l'année, et même, par exemple, lundi, nous étions à plus de 4 millions, avec un total au-dessus de 20%. Hier, nous étions à une part de marché de plus de 20% également. Donc, les résultats de Léa Salamé sont bons. Ensuite, vous me parlez de Jean-Baptiste Marteau, excellent journaliste. Voilà, je le sais, puisque c'est moi qui lui ai proposé d'être joker de Léa Salamé. Les vacances, ce n'est pas exactement la même configuration. Il faut savoir que tout d'un coup, le total télé augmente. Pourquoi il augmente? Parce que la plupart des talks qui sont sur les chaînes concurrentes sont en vacances. Le JT, lui, n'est jamais en vacances. On travaille 365 jours par an. Donc, le réservoir d'audience est beaucoup plus important pendant les vacances qu'il n'est dans le courant de l'année. Donc, mécaniquement, et ce n'est pas le cas seulement avec Jean-Baptiste Marteau, c'est le cas avec la plupart des jokers, il arrive assez régulièrement que les jokers fassent plus d'audience que la personne qui est titulaire, simplement parce qu'ils sont confrontés à une concurrence moins forte. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur le directeur. En matière de conflit d'intérêts, donc, vous avez évoqué la jurisprudence qui a fait date, celle d'Anne Sinclair. Je me permets de le rappeler pour les personnes qui nous écoutent, mais le 5 juin 1997, suite à l'entrée de son mari, Dominique Strauss-Kahn, au gouvernement, Anne Sinclair démissionne de l'émission 7 sur 7, qui est pourtant un simple magazine d'information et en plus d'une chaîne privée, TF1. Marie Drucker, ensuite, épouse de François Baroin, et Béatrice Schoenberg, épouse de Jean-Louis Borloo, ont appliqué cette règle et ont toutes les deux quitté la présentation du 20h de France 2 à la suite de la nomination de leur mari au gouvernement en 2005 et 2007. Le 23 novembre 2010 est aussi née la jurisprudence Pulvar, car ce jour-là, Arnaud Montebourg annonce sa candidature à l'élection présidentielle et Audrey Pulvar est suspendue immédiatement de son émission politique sur iTélé, chaîne privée également. Vous remarquerez que le 23 novembre 2010, c'était 17 mois avant la présidentielle, lorsqu'Audrey Pulvar est démise de ses fonctions. Aujourd'hui, nous sommes à 15 mois de la prochaine élection présidentielle.
Madame Saint-Cric, vous connaissez mieux que quiconque, c'est votre rôle d'éditorialiste politique, les ambitions présidentielles de Monsieur Glucksmann. Alors pourquoi, dans ce cas, 15 mois avant une élection présidentielle, Léa Salamé, compagne d'un éventuel candidat assumé à l'élection présidentielle, et donc en conflit d'intérêts personnel, est toujours à l'antenne et à la tête du premier JT de l'audiovisuel public? Je vais être très clair. Enfin, une fois de plus, vous êtes certainement un bien plus fin analyste de la vie politique que moi, mais rien ne me laisse penser aujourd'hui que Raphaël Glucksmann sera dans la course aux élections présidentielles. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est ce que vous pensez. Moi, aujourd'hui, pardon, excusez-moi, je veux dire, tant qu'il n'est pas officiellement candidat, il n'y a aucune raison de demander à Léa Salamé de se retirer de l'antenne. Et je vous l'ai dit une fois de plus. Je veux dire, à partir du moment où il y aura un conflit d'intérêts, et une fois de plus, je ne le nie pas, vous l'avez bien compris. Je ne suis pas en train de vous dire que je pense que nous ne sommes pas opposés sur le constat, nous sommes opposés sur le calendrier. Voilà, moi je pense effectivement qu'il n'y a aucune raison d'empêcher Léa Salamé d'exercer son métier tant que, officiellement, Raphaël Glucksmann n'est pas candidat à la présidentielle. Je rajoute très rapidement, puisque vous m'avez sollicité, qu'elle en est absolument d'accord, nous en avons discuté, et que ce n'est pas du tout quelque chose qui est imposé du haut vers le bas, si j'ose dire, ou du haut vers l'antenne. C'est quelque chose dont elle parle très facilement et dont elle est absolument persuadée que le moment venu, quand les choses seront devenues déontologiquement impossibles, elle le fera. Et je pense qu'elle est capable de le savoir et de trouver le bon moment. Je ne vais pas faire de spéculation sur sa présentation. Je dis que la même chose, il y a des hypothèses. En fonction de ces hypothèses et quand cela sera problématique, les choses seront faites dans les bonnes conditions. Madame Pléné. Pardon, je précise que lorsque Raphaël Glucksmann a été tête de liste aux élections européennes, à l'époque, Léa Salamé officiait donc à la matinale de France Inter et elle n'a eu besoin de personne pour se retirer d'elle-même de l'antenne, contre d'ailleurs à l'époque l'avis de sa direction qui n'y était pas spécialement favorable. C'est quelqu'un qui, en responsabilité, prendra les décisions qu'elle a à prendre et encore une fois, par ailleurs, il y a des règles à France Télé. Les responsables de France Télévisions, sous le feu des questions de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement du service public, commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui est très médiatisée et que l'on suit épisode après épisode sur LCP. C'est la fin de cette séance, mais rendez-vous très bientôt ici même pour voir ou revoir d'autres moments parlementaires.